plutôt il peut survivre, parce qu'il est protégé, mais il ne va pas pouvoir se multiplier. Encore une fois, pour se multiplier, il faut qu'il rentre dans une cellule. Mais finalement, quand on veut faire rentrer un gène dans une cellule, il n'y a pas mieux qu'un virus finalement. C'est un professionnel de cette action-là finalement, c'est ce qu'il a toujours fait. Emmener un petit bout de matériel génétique d'une cellule pour aller à une autre dans le même organisme ou passer d'un organisme à un autre. Et on peut traiter effectivement des tumeurs en faisant rentrer dans ces cellules tumorales, ces cellules cancéreuses, un virus qui va aller les tuer justement, et les tuer sélectivement. Il y a aussi tous ces programmes dont les gens ont entendu parler, les programmes de ce qu'on appelle la thérapie génique, c'est-à-dire traiter des gens qui ont une déficience pour un gène. Vous avez tous vu ces images, par exemple, des enfants qui vivent sous des bulles pour les protéger du monde extérieur parce qu'ils n'ont plus de système immunitaire fonctionnel, donc ils sont sensibles à n'importe quelle infection, parce qu'ils ont un gène défectueux pour une enzyme qui est importante pour l'immunité, pour développer une réponse immunitaire. Et à ces enfants, on arrive maintenant à les traiter avec des virus qu'on a bricolés génétiquement au laboratoire, dans lesquels on a mis le gène, justement, cette enzyme qui est défectueuse chez les enfants, et on traite ces enfants avec ces virus outils, effectivement, pour aller rentrer dans les cellules du système immunitaire de ces enfants et amener le gène qui est défectueux. Donc ce sont des formidables outils pour aller corriger un gène qui est défectueux dans une cellule. Et on a différents modèles de virus pour ça, ce sont des outils formidables. J'aimerais signaler, je voulais le faire tout à l'heure, j'ai oublié, un livre que je trouve tout à fait extraordinaire, je suis en train de lire, qui s'appelle Les jeunes voyageurs. Je crois qu'il est sorti chez Belin et qui fait son auteur est un scientifique et qui, entre autres choses, montre bien l'importance des virus dans ces transmissions de gènes, de cellule à cellule. Alors, en même temps, pour moi, il évoque, je ne peux pas vous dire quel est l'auteur, j'ai oublié, enfin les jeunes voyageurs, vous le trouverez facilement, c'est un petit bouquin que je trouve extrêmement intelligent, je pense que chez Belin, en lecteur scientifique comme ça. Mais je trouve que ce qu'il montre très bien, c'est la globalité du vivant, à laquelle ces virus n'échappent pas, et dont nous sommes une forme peut-être un peu extrême, mais à cette globalité, nous n'échappons pas. Nous ne pouvons pas, nous en prétendre, comment dirais-je, étrangers, enfin, et encore moins ennemis. C'est une globalité d'une complexité prodigieuse. Nous commençons tout juste, grâce à des scientifiques, à explorer la surface. Non, plus ça ira, plus on saura, et plus on s'en servira pour soigner, guérir et nous développer. On peut citer un exemple qui illustre bien le rôle des virus au cours de l'évolution et le fait que nous en avons besoin encore maintenant, si je puis dire. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait dans nos gènes des gènes anciens qui sont des gènes de virus finalement. Notamment un virus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour qu'il rentre dans une cellule, son principe ça va être d'aller infecter une autre cellule. Pour faire ça, il faut qu'il fasse fusionner son enveloppe qu'il a autour de lui avec la membrane de la cellule. Donc on appelle ça des protéines de fusion. Eh bien, on a dans nos gènes à nous, des ancêtres de protéines de virus qui sont des protéines de fusion. Et ces protéines, elles sont essentielles à la synthèse du tissu qui va former le placenta. On ne pourrait pas former de placenta si on n'avait pas dans nos gènes un gène ancestral de virus. Voilà, donc vous avez commencé à répondre à la question que je voulais vous poser tous les trois, qui est une question un peu polémique. Enfin, je pense que vous allez me répondre non, évidemment, tout de suite. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer éradiquer les virus totalement et vivre sans virus? Quelle horreur! Ça dépend desquels. I hate them all. No, I'm just kidding. I think, you know, unfortunately, I think sometimes science marches too quickly without the social implications. In that, you see that, for example, with antibacterial hand sanitizer, or you look at a place like Japan, where a whole generation of young Japanese are growing up without a resistance to viruses and bacteria that earlier generations had. Because I think there's the social implication is that that resistance makes us a stronger species. And I think to remove that challenge to us makes us much more
susceptible to, say, a pandemic, which could wipe us out much quicker. I mean, you know, to use a food example, the Irish potato famine, it was specifically one strain of potatoes that the entire Irish nation was eating. And so therefore, when the blight happened, there was no resistance. And I think we risk that with humans, where if we become so sanitized, we become less resistant to something which could really wipe us out, which really could be the tipping point as a species. C'est absolument vrai, on a besoin d'être confronté dans la nature à de multiples infections pour pouvoir bien y répondre et pour développer un système immunitaire qui va être compétent. C'est absolument essentiel que l'on soit confronté à tous ces microbes finalement, que ce soit des bactéries ou des virus. Par contre, bon, il y a certains virus dont on peut s'avérer quand même satisfait de s'être débarrassé. On peut prendre l'exemple de la variole par exemple, qu'on a complètement éradiqué de la surface planétaire grâce à un vaccin efficace, parce que c'était quand même un virus qui posait des gros problèmes. Il faut juste faire les bons choix. Il y a certains des virus qui causent des pathologies très sévères qu'il faut tenter d'éradiquer, mais il faut surtout garder toute cette diversité du monde microbien, les bactéries, les virus. Je ne suis pas spécialiste de la science-fiction pour le coup, mais l'exemple c'est la guerre des mondes. Enfin, tout le monde connaît la guerre des mondes et le fait que les aliens qui débarquaient ont pu être éliminés parce qu'ils n'avaient pas cette capacité de répondre aux microbes qui nous entourent ici sur la planète Terre. I think the greatest social historical example of that is what happened to the Native Americans in the New World, in that you had the rest of the world was in constant contact with each other through trade, through travel, and therefore when viruses began, say in India or China, and spread to Europe, the entire world had a resistance. But then you had two continents, North and South America, that were biologically isolated from the rest of the world. And so when the Europeans first came over, suddenly these viruses were unleashed on these populations that literally had never had any contact with them. And it just ripped through them like a match onto a whole world of gunpowder. And it was, there's no greater example of the dangers of biological isolation. Et à propos de cette isolation, ce qui est très intéressant, c'est qu'en gros, pendant 15 000 ans, deux branches de l'espèce humaine se sont trouvées séparées et sont restées interfertiles. Alors que les bestioles qu'ils portaient leur posaient des problèmes très, très sérieux et très graves. Alors il y a une question que j'aimerais poser plus spécialement à notre ami majeur, qui est l'origine des virus, qui est à la fois une question de science et une question de science-fiction. J'ai toujours pensé, j'ai voulu écrire une nouvelle histoire là-dessus, que je n'ai pas encore fait, que leur origine, ou même un article de science-fiction, pas de science, je ne suis malheureusement pas scientifique, c'est le plus grand regret de ma vie, je ne peux pas tout faire. Mais c'est que les virus, en tout cas les espèces de virus très nombreuses que nous connaissons, que nous entrevoyons, sont probablement très proches. C'est peut-être une idée complètement fausse de ma part, mais sont très proches de l'origine de ce que nous appelons le vivant. C'est-à-dire que ce ne sont pas uniquement des parasites qui seraient apparus sur le tard, mais ce sont peut-être de l'ARN et l'ADN. Il y a au moins deux théories quant à l'origine de la vie qui serait ADN, ou bien qui serait plutôt ARN. Enfin, on ne va pas rentrer, je serais incapable de rentrer dans les détails d'ailleurs. Mais qu'est-ce que pense le professeur Rangeur sur la naissance des virus? Tu avais écrit, on peut se tutoyer, tu avais écrit une nouvelle en 67 qui était vraiment prémonitoire, parce que moi je ne l'avais pas lu, j'avais 6 ans en 67, donc tu ne m'en voudras pas. Je l'ai lu rétrospectivement il y a quelques semaines, et notre voisin n'était pas né. Je l'ai lu il y a quelques semaines, et c'est assez remarquable de lire cette nouvelle qui avait été écrite quand même en 67, à l'époque où on ne connaissait pas la biologie moléculaire, on ne savait pas étudier l'ARN, l'ADN, on savait à peine ce que c'était qu'un virus finalement à cette époque-là. Combien elle était prémonitoire, et si elle est encore trouvable en librairie, ben moi je conseille à tout le monde de la lire, c'est passionnant. Il faudrait la lire, et puis lire maintenant des articles de maintenant scientifiques sur les virus, même des articles simples de vulgarisation, et vous verriez à quel point c'était extrêmement prémonitoire. Effectivement, comme je disais tout à l'heure, les virus
viennent de nous, c'est-à-dire que ce sont des agents issus de notre